attendant le mois de mai prochain, je vous invite à une petite découverte de Cajar. Vous y arriverez par la route, et quelle que soit celle que vous aurez choisie, venant de l'Aveyron de l'autre côté du pont, de Cahors, de Figeac, du Causse ou de la Vallée, elle vous mènera forcément au cœur de notre village à l'espace Françoise Sagan pour la première édition du festival Les Rencontres de l'Inconnu. Nous allons bientôt rencontrer notre ami Jacques Borzo, ancien maire du village et guide officiel pendant la saison touristique de notre belle cité. Mais avant d'en apprendre un peu plus sur l'histoire de Cajar, je vous invite à déambuler pour découvrir quelques curiosités, comme cette rue du Tic-Tac, comme si vous y étiez au travers de quelques rues qui nous montrent déjà combien les pierres des constructions fort anciennes auraient des choses à nous dire si elles savaient parler. Venir pour le festival, c'est formidable. Mais nous avons choisi ce long week-end de l'Ascension pour que vous puissiez prendre le temps de découvrir le village natal de Françoise Sagan, celui de la villégiature du président Pompidou et bien sûr celui cher à Coluche et Sponge Pimblick. Cette petite perle ancrée depuis la nuit des temps dans une boucle du Lot qui ne manque pas d'attrait ni d'atout pour être le camp de base de votre découverte du Lot où la richesse des produits locaux, truffes, foie gras, safran, réjouiront en plus vos papilles. Oui, bonjour Christophe. Bonjour Jacques, merci de répondre à mon invitation aujourd'hui. Et tu es donc, en tant qu'ancien maire de Cajar, guide officiel, tu es une des personnes les plus habilitées à pouvoir nous parler de notre village. Dans le cadre de notre festival que nous organisons au mois de mai l'année prochaine, donc qui de mieux placé que toi pour parler de Cajar? Je ne connaissais pas aujourd'hui, donc tu es notre invité sur cet épisode des Rencontres de l'Inconnu. Merci de tes égards à mon encontre. Moi, en fait, je suis arrivé à Cajar il y a 32 ans. Effectivement, je suis tombé amoureux de ce village exceptionnel. Et naturellement, comme j'adore ce village, je me suis beaucoup intéressé à l'histoire de ce village, depuis l'époque néolithique jusqu'à nos jours. Et je suis naturellement devenu un guide. Alors je ne suis pas un professionnel, je ne suis pas un guide assermenté, on va dire, mais je suis tellement passionné par ce village que j'ai des choses à dire. Et donc j'ai le plaisir tous les étés de circuler avec les bains. C'est pour ça que je t'ai demandé de pouvoir te rencontrer, pour que tu nous parles après au travers une petite déambulation très courte, parce que évidemment, mais leur donner un avant-goût de ce qu'ils peuvent découvrir à Cajar et dans notre belle région. Merci Jacques pour ton intervention. Merci beaucoup et au plaisir de vous revoir au mois de mai. Alors là, on rentre dans, en fait, c'est l'ancienne voie gallo-romaine qui reliait Figeac à Limoges. Et depuis le tout début du premier millénaire, les gens entraient dans Cajar et c'était le chemin donc, qui reliait ces deux villes. Alors là, on arrive sur la rue du Tic-Tac. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Jacques, dessus? Alors quand je balade les gens l'été, on me dit « Monsieur le maire, la rue du Tic-Tac, pourquoi la rue du Tic-Tac? Il y avait certainement un horloger. » Je lui dis « Écoutez, effectivement, on aurait pu le penser, mais non, pas du tout, il n'y a pas d'horloger. Il y avait un tisserand et son métier, quand il le baladait de gauche à droite, faisait tic-tac. Donc c'est resté la rue du tic-tac parce que le métier du tisserand faisait ce bruit. C'est génial. Donc, alors nos amis ufologues, vous allez être déçus, ce n'est pas parce qu'il y a eu des apparitions dans cette rue. Alors malheureusement pas. Alors l'histoire de notre village a démarré ici.
Ici, au tout début du premier millénaire, une colonie gallo-romaine s'est installée à Cajar et a construit à cet endroit précisément une maison fortifiée autour de laquelle Cajar s'est construit pour devenir au Moyen-Âge une place forte très importante du territoire. Il n'y avait pas de département évidemment à l'époque. Il y avait 5000 âmes à l'époque, déjà à l'époque moyenâgeuse. Donc pratiquement 5 fois plus qu'aujourd'hui. 5 fois plus qu'aujourd'hui, il y avait énormément de monde et nous étions une des places fortes les plus importantes du territoire. D'ailleurs, la seule place forte qui n'a pas été prise par les compagnies anglaises, aujourd'hui, Cajar est devenu... Cet espace médiéval que nous allons découvrir n'a pas bougé depuis le haut Moyen-Âge. Ça m'a été confirmé par l'architecte des bâtiments de France. Notre structure médiévale n'a pas bougé depuis le XIe siècle. Vous avez une pierre sculptée ici qui symbolise un peu cette histoire entre les protestants et les catholiques ici à Cajar. Après la signature de l'édit de Nantes en 1598, les protestants ont été chassés de Cajar par les troupes de Richelieu. S'est installé ici un apothicaire qui était catholique et pour recatholiciser la maison, il a fait sculpter cette pierre avec les 2 fioles d'apothicaire. L'apothicaire, c'était le pharmacien de l'époque, avec la date de 1598, qui était la date de la signature de l'édit de Nantes, qui mettait fin aux guerres de religion, et le monogramme de la Vierge, AM, Ave Maria. Donc c'était pour recatholiciser la maison en disant, maintenant, c'est plus les protestants, c'est un catholique qui habite ici. Donc c'est très intéressant. Cette pierre symbolise complètement cette histoire terrible qu'il y a eu entre les protestants et les catholiques à Cajar. Donc cet apothicaire habitait dans ces 2 maisons. D'accord. Et vous savez qu'il y avait une avancée sur ces maisons à colombage. Pourquoi il y avait une avancée comme ça? C'est qu'à l'époque, les impôts étaient payés sur la surface au sol. Et pour agrandir la maison, ils allongeaient l'étage de façon à ne pas payer plus d'impôts que ce qu'il y avait par rapport à la surface au sol. Alors, Jacques, entre nous, ça, tu l'as expliqué sur un petit reportage sur France 2 l'autre jour. Tu ne penses pas qu'ils vont nous demander des droits d'auteur quand même? J'espère que non. Et cet artiste que je connais bien a refait une pièce bénévole. Alors ça, c'est très intéressant. Regarde, ça c'est intéressant. Alors le prêtre à l'époque, il m'avait demandé si l'artiste que je connaissais bien était en capacité de repeindre les statues dans l'église, m'avait demandé un jour en disant « Monsieur le maire, je voudrais que vous me donniez l'autorisation d'installer comme une cage en verre dans l'église pour que les gens viennent prier l'après-midi pour les vêpres, viennent prier, viennent se recueillir sans avoir froid l'hiver. » Je lui dis « Non, vous n'allez pas m'installer une cabane en verre à l'intérieur de l'église, vous allez massacrer cette église. Par contre, la pièce au-dessus, c'est-à-dire celle-ci, où vous garez les balais, les aspirateurs, les serpillères, etc., on peut peut-être en faire quelque chose d'intéressant et de voir avec cet artiste ce que nous pourrions faire. » Et voilà le résultat assez exceptionnel. Vous avez ici un triptyque qui a été peint par l'artiste en question, qui s'est inspiré d'un peintre italien de la Renaissance, un certain Fra Angelico, qui est un peintre très connu du XVe siècle. Et elle s'est inspirée donc de ces peintures en y incorporant des éléments de l'église, c'est-à-dire que vous avez l'autel de l'église ici qui a été reprise, vous avez le clocher de notre église qui date du XIIIe siècle, qui a été l'église de Cajar, qui a été reprise, et ce triptyque remarquable, je trouve, il est magnifique, est très intéressant. Et fait l'admiration des touristes que je promène ici. Cajar, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y avait 5000 habitants dans le bourg-centre de Cajar, donc les gens poussaient les murs pour y habiter, et les consuls à l'époque ont racheté à l'évêché de Cahors tous ces terrains vagues où a été construit le nouveau Cajar au XVe siècle, donc, au XIVe siècle même. Donc tout ce nouveau Cajar existe depuis 1400 et quelques. Alors là, c'est le soleil qui va.
Donc j'expliquais qu'au Moyen-Âge, donc pendant la guerre de 100 ans, Cajarc n'a jamais été pris par les Anglais. C'est parce que aussi nous étions riches à l'époque, ça s'est calmé depuis, mais riches parce que nous avions un port marchand très important où partaient des gabarres chargés de vin, de bois, de pierres qui partaient à l'exportation. Aujourd'hui, ce port est devenu un port de plaisance où l'été il y a énormément de monde, et il y a une chose intéressante à dire sur ce pont, puisqu'au XIVe siècle, il y avait un pont en pierre qui a été construit 3 ans après, pendant la guerre de 100 ans, puisque Cajarc a été assiégé par les Anglais, pour couper Cajarc de tout acheminement, de toute denrée, les Anglais ont démoli ce pont en pierre, et pendant du XIVe siècle jusqu'au milieu du XIXe siècle, il y avait un bac qui reliait les deux rives, puisqu'en face, nous sommes dans l'Aveyron. Et quand le propriétaire du bac a vu que les autorités allaient construire un pont routier comme celui-ci, qui est magnifique d'ailleurs, oui, qui date absolument. de 1840, le propriétaire du bac venait démolir la nuit ce que faisaient les ouvriers le jour. Alors ça a duré un certain temps, et il s'est fait évidemment prendre par les autorités, et il a fini en prison, et on a pu finir la construction du pont. Eh bien écoute Jacques, merci pour toutes ces précisions sur Cajarc, et puis on aura le plaisir de te retrouver sur notre festival au mois de mai prochain. Avec plaisir, merci beaucoup.